1er janvier 1942, Washington, Déclaration des Nations Unies. « 10 janvier, front de l'Est, l'armée allemande recule. Janvier, Asie, succès des Japonais. « 11 janvier, Atlantique, opération Paukenschlag. « 21 janvier, Afrique du Nord, contre-offensive allemande. « 20 janvier, Allemagne, conférence de Wannsee. Le 1er janvier, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique, la Chine et 22 autres pays signent un engagement commun pour combattre les forces de l'Axe. Roosevelt appelle les puissances associées les Nations Unies. Depuis le début de l'année 1942, l'armée rouge continue sa contre-offensive sur le front de l'Est. La Wehrmacht, désorganisée, perd du terrain. Le 9 janvier, l'aile gauche du front nord-ouest soviétique, sous le commandement du général Kourochkine, développe une offensive. Le lendemain, les unités de la 16e armée blindée du général Rokossovski attaquent aux alentours de Volokholamsk. Les assauts soviétiques obligent l'armée allemande à battre en retraite et à raccourcir le front. Le 8 janvier déjà, le général Hoppner, commandant de la 4e Panzerarmee, avait été contraint de faire demi-tour, ce qui avait d'ailleurs provoqué sa révocation de l'armée par Hitler. La 3e Panzerarmee doit reculer. Finalement, le 15 janvier, Hitler donne l'ordre de fixer une ligne de défense et de tenir coûte que coûte. Le 18 janvier, une partie du 2e corps d'armée et le 10e corps d'armée allemand sont encerclés aux alentours de Demiansk. Le seul succès des Allemands en cette période est la libération de la 216e division d'infanterie prise entre deux feux par l'armée rouge. L'épisode le plus spectaculaire de l'invasion japonaise en Indonésie est le débarquement sur les îles Célèbes, effectué le 11 janvier par 300 parachutistes de la marine japonaise. Ces soldats ont été formés par les Allemands, qui ont combattu en Crète. Ils s'emparent de la base aérienne de Langon après de durs combats contre la garnison hollandaise. Le torpillage d'un pétrolier norvégien et l'attaque d'un cargo britannique près des côtes américaines annoncent l'opération Paukenschlag, lancée par l'amiral Dönitz. De jour, les U-boats restent en plongée et sont pratiquement indétectables. De nuit, ils font surface pour torpiller les navires qui rentrent dans les ports américains. Dönitz espère répéter son succès de 1940 au large de la Grande-Bretagne.
l'Afrika Korps lance une nouvelle offensive le 21 janvier. Il ne faut que quelques heures aux divisions allemandes et à la division italienne Ariete pour mettre en déroute la première division britannique. Les Britanniques étaient persuadés qu'après l'opération Crusader, il faudrait plusieurs mois aux Allemands pour reconstituer leurs forces. L'action foudroyante de Rommel surprend l'armée britannique au petit jour et sème la confusion dans ses rangs. Le renard du désert signe là sa victoire la plus spectaculaire. Le 29 janvier, le groupe des Panzers Afrika s'empare du port de Benghazi, ce qui permet aux Allemands de poursuivre leur offensive sur un terrain plus facile. Rommel gagne une réputation de chef invincible. Le 20 janvier, aux alentours de Berlin, dans une villa au bord du lac de Wannsee, Heydrich annonce le plan d'extermination des Juifs en Europe, sans distinction de nationalité. Le Führer approuve. Les enfants issus de mariages mixtes sont aussi destinés à l'extermination. « 11 février, la Manche. Les croiseurs allemands passent au large des côtes anglaises. « 15 février, Singapour. Capitulation de la garnison britannique. « 14 février, la résistance en Pologne se consolide. Les croiseurs Scharnhorst, Gneisenau et Prinz Eugen quittent la rade de Brest. Malgré de multiples attaques de la RAF, les navires parviennent à gagner l'Allemagne. Leur future mission est d'attaquer les convois qui longent les côtes norvégiennes en route vers l'Union soviétique. Au début du mois de février, les unités de la 25e armée japonaise atteignent les portes de Singapour et commencent l'attaque de la ville. Malgré la supériorité numérique de la garnison britannique, Singapour capitule le 15 février. Le général Percival et ses soldats sont capturés. Leur destin sera tragique. La brutalité des Japonais, le climat tropical, les maladies et la malnutrition feront des ravages. Dans toute l'Europe occupée, la résistance s'organise. En Pologne, les cellules de la résistance sont groupées dans les rangs de l'armée clandestine, l'armée de l'intérieur. Sa structure est calquée sur celle de l'armée régulière, avec un haut commandement, une administration et un système judiciaire. Le but de l'armée de l'intérieur
consiste à préparer un soulèvement général. Les actions courantes se limitent au sabotage et à l'élimination des fonctionnaires allemands les plus dangereux. Le commandant en chef du Bomber Command, le maréchal Arthur Harris, espère forcer Hitler à demander la paix. Dans la nuit du 28 au 29 mars, l'aviation britannique effectue le premier raid massif sur l'Allemagne. Son objectif est clairement établi: casser le moral de la population. Ces premiers bombardements servent également à perfectionner la stratégie d'attaque et à résoudre des problèmes liés au décollage et à l'atterrissage massif des appareils. La cible de ce premier raid est la ville de Lübeck. En une nuit, elle est frappée par 300 tonnes de bombes incendiaires. Dans cette action, la RAF perd 13 avions. « 18 avril, France. Pierre Laval revient au gouvernement. » 9 avril, Philippines, chute du Bataan. En avril 1942, en France, les Allemands exigent du maréchal Pétain la nomination de Pierre Laval à la tête du gouvernement. Laval succède ainsi à l'amiral Darlan. Le 22 juin, il déclare « Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le bolchevisme s'installera partout. » La collaboration avec l'Allemagne est désormais ouvertement soutenue par le gouvernement de Vichy. À partir de ce moment, Vichy va perdre une grande partie du soutien de la population française. Le 9 avril, l'armée japonaise s'empare de la presqu'île de Bataan, aux alentours de Manille. La chute de Corregidor un mois plus tard couronne la campagne japonaise aux Philippines. Les Alliés y perdent 100 000 hommes, dont plus de 3/4 sont faits prisonniers. « 8 mai, front de l'Est, la bataille de Kharkov commence. » 27 mai, Tchécoslovaquie, attentat contre Heydrich. 30 mai, Allemagne, bombardement de Cologne.
Le 9 mai, l'armée rouge lance une contre-offensive aux alentours de Kharkov. Le but de cette opération est d'encercler la 6e armée allemande. Pendant plusieurs jours, les Allemands résistent. Ils réussissent même à rompre l'encerclement et à attaquer les unités soviétiques. Le 2e Panzerkorps y joue un rôle considérable. La victoire allemande est totale, avec 240 000 soldats soviétiques capturés. La Crimée est également le théâtre de batailles acharnées. Le 8 mai commence l'opération allemande dont le but est de s'emparer de Kertch. Le général von Manstein dispose de 5 divisions d'infanterie, d'une Panzer-division et de 3 divisions roumaines. Il attaque le front de Crimée qui regroupe des forces considérables. Malgré sa supériorité en nombre, l'armée rouge doit reculer sous les coups de boutoir de la Wehrmacht. La stratégie allemande triomphe sans appel. Toute la Crimée se trouve désormais aux mains de la Wehrmacht. La bravoure et l'héroïsme des soldats soviétiques ne suffisent pas. Le 27 mai, à Prague, Reinhard Heydrich, le protecteur général de la Bohême-Moravie, est blessé dans un attentat de la résistance tchèque. Il meurt le 4 juin. Ses obsèques à Berlin rassemblent toute l'élite du gouvernement nazi. En représailles, les SS détruisent entièrement le village de Lidice, exécutant plus de 400 personnes et déportant les autres. L'attaque des bombardiers britanniques sur Cologne dans la nuit du 30 au 31 mai est la plus lourde que l'Allemagne ait connue depuis le début de la guerre. Plus de 1000 bombardiers décollent des 52 aéroports britanniques. Les 870 avions qui atteignent Cologne y déversent 1455 tonnes de bombes. Le centre historique de la ville est un amas de ruines. « 6 juin, Midway, revanche américaine. « 14 juin, front de l'Est, chute de Sébastopol. » 21 juin, Afrique du Nord, Rommel s'empare de Tobrouk. La bataille de Midway se solde par une lourde défaite de la marine japonaise. 4 porte-avions de l'amiral Nagumo sont coulés. L'aviation américaine prouve son efficacité. La supériorité de la flotte japonaise sur le Pacifique est fortement remise en question. La forteresse de Sébastopol demeure le dernier point de résistance soviétique en Crimée. Base maritime de la flotte de la mer Noire, elle constitue un point stratégique d'une importance capitale. Pour attaquer Sébastopol,
Les Allemands utilisent l'artillerie la plus lourde qui soit en leur possession. Des mortiers de 600 mm et le canon Dora, d'un calibre de 800 mm, qui envoie des projectiles de plus de 7 tonnes. La construction de son pas de tir nécessite à chaque fois plus de 5 semaines de travail, effectué par 4000 soldats. Le 30 juin, Staline décide d'évacuer Sébastopol par voie maritime. Le lendemain, la ville tombe aux mains des Allemands. Dans l'embouchure du Don et du Donetsk, l'armée rouge est contrainte d'abandonner ses positions et de reculer de 400 km. Des combats terribles ont lieu à Rostov. Le 24 juillet, la ville tombe. Cette victoire ouvre aux Allemands la route du Caucase. L'attaque du Caucase débute le 28 juin. La Wehrmacht progresse en direction des champs de pétrole, mais les Soviétiques réussissent à tenir les principaux cols du Caucase et empêchent ainsi l'ennemi de s'emparer des puits. Lors de cette campagne, des divisions de montagne atteignent le sommet du mont Elbrouz, qui, avec ses 5633 mètres, est le point culminant du Caucase. Ce succès sportif n'apporte rien sur le plan militaire. De rage de ne pouvoir s'emparer des champs pétrolifères, Hitler donne l'ordre de bombarder les puits. 6 mois plus tard, l'armée allemande sera contrainte de quitter la région. En Afrique du Nord, les unités du général Rommel forcent les Britanniques à se retirer de la Cyrénaïque. L'offensive du 12 juin contraint le général Ritchie à se replier sur la frontière égyptienne. Seule la garnison de Tobrouk se maintient. Le 23 juin, les armées de l'Axe atteignent la frontière égyptienne qu'elles traversent aux environs de Soloum. Alexandrie, où sont réfugiées les unités britanniques, est menacée. Les défenseurs de Tobrouk ne réussissent pas à rééditer leur exploit de novembre 1941. Le 20 juin à l'aube, les unités des 25e et 21e divisions allemandes pénètrent dans la forteresse qui capitule le lendemain. Hitler se félicite de ce succès et élève Rommel à la dignité de Feldmaréchal. Tobrouk constitue en effet un port stratégique capital pour le ravitaillement de l'Afrika Korps. Les Allemands et les Italiens s'emparent d'immenses réserves, aussi bien en nourriture qu'en carburant. « 7 juillet, front de l'Est, le quartier général d'Hitler s'installe à Vinnitsa. 22 juillet, Pologne, début des liquidations des ghettos. Au printemps, l'armée allemande sur le front de l'Est est fortement soutenue par les unités italiennes, hongroises, roumaines, slovaques et espagnoles.
En juillet, Hitler installe son quartier général à Vinitsa en Ukraine. Il souhaite se rapprocher du champ de bataille. L'armée allemande est soumise à une réorganisation en vue de l'attaque du Caucase. Le groupe d'armée Sud est divisé en deux groupes d'armées. Le groupe d'armée A du général List et B du général von Bock. Le 23 juillet, la bataille de Rostov entre dans sa phase décisive. Hitler signe une directive qui ordonne deux attaques simultanées. L'une doit se diriger vers le Caucase, tandis que l'autre vise Stalingrad. En direction de Stalingrad, Hitler envoie ses divisions les plus aguerries. Leur objectif est d'encercler la ville par l'ouest. L'attaque de la ville par le sud-ouest est confiée à la 4e Panzerarmee. L'année 1942 marque un tournant de la situation des Juifs dans les territoires occupés. L'extermination lente par l'enfermement dans les ghettos et par la famine ne suffit plus aux nazis. Suite à la conférence de Wannsee, un système d'extermination massive est mis en route. Les camps d'extermination se multiplient. La majorité d'entre eux se trouvent en territoire polonais. L'organisation méthodique des chemins de fer permet de les remplir de plus en plus vite. Afin d'éviter la panique, les nazis font croire aux Juifs qu'il s'agit d'un transfert pour travailler dans des camps où leurs conditions de vie seront meilleures. Comble de perfidie, les déportés doivent payer leur transport. Les ghettos se vident progressivement. Les trains effectuent leur sordide navette vers Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Majdanek. La machine d'extermination, une fois lancée, ne s'arrête plus. L'industrie de la mort atteint son apogée. Le degré absolu de l'horreur est atteint. En juillet, commence l'action de liquidation du ghetto de Varsovie. En 3 mois, 300 000 personnes sont déportées vers le camp d'extermination de Treblinka. Le 23 juillet, le chef du Judenrat de Varsovie, Adam Tchernakov, se suicide. Il comprend que le piège se referme sans appel. Le ghetto ne compte plus que 60 000 habitants, soit à peine 15% de sa population initiale. Leurs jours sont aussi comptés. Malgré les rapports de la résistance, le drame de la population juive ne provoque aucune réaction de la part des Alliés. Les événements sur le front l'emportent sur le sort des civils. « 19 août, France, tentative de débarquement anglo-canadien à Dieppe. Août, Union soviétique, évacuation de l'armée Anders. Sur le front de l'Ouest, la Grande-Bretagne est le centre névralgique de la résistance à l'Allemagne hitlérienne. C'est ici qu'ont trouvé refuge les gouvernements des pays occupés. C'est ici que se préparent des actions militaires sur le continent. Les hommes du Special Opération Exécutive, SOE, ont pour mission d'aider les résistants intérieurs en s'infiltrant dans les territoires occupés.
Le 19 août, des commandos anglo-canadiens tentent de débarquer dans la région de Dieppe. Le raid à Dieppe est un échec cuisant. Les Alliés ont sous-estimé l'importance des batteries côtières et la combativité des garnisons allemandes. Dès le début, l'exécution de l'opération n'est pas conforme au plan, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Les premiers assaillants ont été très vite découverts. L'effet de surprise ne joue pas. Les pertes alliées sont terribles. Sur 6000 hommes qui prennent part à l'attaque, 1000 sont tués et plus de 2000 faits prisonniers. Malgré les pertes, l'expérience de Dieppe servira lors du débarquement en Normandie de juin 1944. Cette opération avait également pour but de rassurer Staline. Le chef de l'Union soviétique réclame depuis longtemps l'ouverture d'un deuxième front à l'ouest pour soulager l'armée rouge. En août 1942, l'armée polonaise constituée en Union soviétique manque de tout, et en particulier de matériel. Staline multiplie les camps d'entraînement en Asie centrale, qui regroupent des militaires et des civils polonais qui se mettent sous la protection de l'armée. Le général polonais, Anders, est conscient que son armée risque d'être incorporée dans l'armée rouge et d'être envoyée sur le front en première ligne comme chair à canon. Il sait que les Polonais n'ont rien à espérer de la part de Staline. Il s'efforce donc, par tous les moyens, de quitter le territoire soviétique afin de combattre avec les alliés occidentaux. Suite à des accords entre la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, l'armée polonaise est dirigée vers l'Iran. Les Britanniques sont heureux de récupérer ainsi des renforts. Quant aux Soviétiques, ils se débarrassent d'un problème politique particulièrement épineux. Septembre, front de l'Est, début de la bataille de Stalingrad. En septembre 1942, commence l'une des batailles les plus décisives de la Seconde Guerre mondiale, conséquence de l'ordre d'Hitler de s'emparer des gisements de pétrole du Caucase. Couper la Volga au niveau de Stalingrad, la principale ville de la région, aurait pour effet de protéger l'armée allemande qui combat dans les montagnes, de priver les soviétiques de leur approvisionnement. La prise de la ville de Staline aurait une portée symbolique qui n'échappe pas à Hitler. Le 13 septembre, les premières unités de la Wehrmacht atteignent les faubourgs. Le commandement de la 6e armée allemande, stationnée dans la ville, est confié au général Paulus. Des combats de rue éclatent aux alentours de la gare ferroviaire, qui change de main à maintes reprises. Des combats acharnés, parfois au corps à corps, se déroulent dans l'usine de tracteurs et dans d'autres complexes industriels. Les défenseurs soviétiques s'approchent le plus possible de l'ennemi, à distance d'un jet de grenade. Cette tactique protège Stalingrad des bombardements allemands, car la Luftwaffe redoute de bombarder ses propres troupes. Ainsi, les têtes des lignes de défense soviétiques échappent aux attaques aériennes.
l'état-major soviétique réussit à neutraliser la supériorité allemande dans le ciel. La défense de Stalingrad est confiée à la 62e et 64e armée soviétique. Dans la première phase de bataille, le gros de l'effort est supporté par les unités de la 62e armée qui défend les points les plus menacés à l'ouest de la ville. Le complexe urbain de Stalingrad, qui s'étire sur plus de 30 km le long de la Volga, constitue un obstacle en lui-même. Habilement défendu, il devient un verrou pratiquement impossible à contourner. Du côté soviétique, c'est le général Vassili Tchouikov qui se distingue particulièrement. L'histoire retiendra sa fameuse exclamation « Stalingrad, nous le tiendrons ou nous mourrons tous ». Les soldats de la 6e armée allemande tentent à tout prix de s'emparer de la colline funéraire de Mamaï, qui domine la ville et les routes vers la Volga. Malgré les assauts allemands à répétition, les soviétiques réussissent à maintenir leur position sur la montagne au prix d'immenses sacrifices. Pour les Allemands, Stalingrad présente une configuration des combats inconnus jusqu'alors. Des luttes acharnées pour s'emparer de chaque rue, de chaque bâtiment, parfois de chaque étage, épuisent les Allemands aussi bien physiquement que psychologiquement. De plus, ils constatent avec effroi que les Soviétiques reçoivent constamment des renforts, tandis que leurs réserves en hommes et en matériel diminuent chaque jour. Le monde entier a les yeux rivés sur cette ville, qui devient le symbole de la lutte contre l'Allemagne nazie. Le soutien de l'artillerie soviétique, placée de l'autre côté de la Volga, ainsi que celui de la flotte stationnée dans le port fluvial, complique la mission de la 6e armée allemande. La Volga constitue une ligne de défense naturelle qui permet l'arrivée des renforts sur l'autre rive. C'est aussi par le fleuve qu'arrive le ravitaillement, nourriture, armes et pétrole nécessaires à la défense de la ville. Progressivement, la supériorité de l'armée rouge s'accentue. Les Allemands, fixés par les combats de rue à l'intérieur de la ville, ne perçoivent pas le danger de la situation à l'arrière de leurs unités. La contre-offensive soviétique approche. Elle sera fatale aux Allemands. Octobre, Égypte, la bataille d'El Alamein. Après la prise de Tobrouk, l'armée de Rommel progresse vers l'ultime position défensive de la 8e armée britannique, à l'ouest du canal de Suez. Le 23 octobre 1942, à 100 km à l'ouest d'Alexandrie, débute la bataille qui renversera la situation en Afrique du Nord. Rommel, malade, est rentré en Allemagne. Il est remplacé par les généraux Stumme et von Thoma, qui ne sont pas préparés à la guerre du désert. Montgomery et son état-major multiplient les efforts pour tenter de percer les projets du renard du désert.
les services secrets britanniques réussissent à déchiffrer le contenu des dépêches allemandes, ce qui leur procure un avantage décisif. L'offensive britannique débute le 23 octobre. Les 230 000 soldats et 1100 chars soutenus par une puissante aviation s'élancent à l'assaut des forces de l'Axe, bien inférieures en nombre. 104 000 soldats exténués et mal ravitaillés et 500 chars, pour la plupart endommagés, ne peuvent soutenir la comparaison avec les forces de Montgomery. Après 12 jours de bataille, l'armée est contrainte à abandonner ses positions et à se replier en direction de la Libye. Dans la poursuite de l'armée allemande, les Britanniques franchissent de nouveau et pour la dernière fois dans cette guerre, la frontière libyenne. La victoire de la 8e armée est totale. En 2 semaines à peine, les 6 divisions italiennes sont pratiquement anéanties. Les Britanniques font 30 000 prisonniers, 350 chars des forces de l'Axe sont mis hors de combat. La fameuse Afrika Korps ne dispose plus désormais que de 28 véhicules blindés. Le 13 novembre, les Britanniques entrent de nouveau à Tobrouk. La défaite de l'Africa Korps est totale. « 7 novembre, Afrique du Nord, débarquement des forces britanniques et américaines. « 27 novembre, France, sabordage de la flotte française à Toulon. » Novembre, front de l'Est, l'armée rouge encercle Stalingrad. Pour sceller le retournement de la situation en Afrique du Nord, les forces alliées débarquent au Maroc et en Algérie, où elles doivent faire face aux unités françaises fidèles au gouvernement de Vichy. Rapidement, les forces alliées renforcent leur tête de pont. Le 10 novembre, le commandant en chef des forces françaises, l'amiral Darlan, signe le cessez-le-feu au nom du maréchal. Le débarquement allié en Afrique du Nord complique la situation de l'armée de Rommel, qui tente de s'emparer de la Tunisie. La participation française à cette campagne sera considérable. Pour les forces combinées germano-italiennes, prises entre deux feux, commence à se dessiner une défaite totale. Le 11 novembre, suite au débarquement anglo-américain et au ralliement des autorités françaises à Alger, l'armée allemande envahit la zone libre. Le 27 novembre, les Allemands tentent de prendre le contrôle de la flotte française qui stationne dans la rade de Toulon. Son commandant en chef, l'amiral Laborde, donne l'ordre de saborder la flotte. 3 cuirassés, 7 croiseurs, 30 destroyers et 16 sous-marins sont envoyés par le fond. Sur le front de l'Est, dans la région de Stalingrad, l'affrontement décisif se prépare. Tandis que les combats de rue sont toujours aussi intenses,
l'état-major de Zhukov prépare dans le plus grand secret une contre-offensive de grande envergure. L'objectif de cette contre-offensive est d'encercler l'armée de Paulus à l'intérieur de la ville, de la séparer de la 4e Panzer Armée du groupe d'armées B, puis de l'anéantir totalement. Les unités de 3 fronts, sud-ouest, du Don et de Stalingrad, doivent prendre part à cette offensive. Le 13 novembre, Staline signe le plan de l'opération qui reçoit le nom de code Uranus. Après de minutieux préparatifs, les 19 et 20 novembre, les unités soviétiques se lancent à l'attaque. Ce sont les Roumains, postés aux ailes de la 6e armée, qui doivent faire face aux premiers assauts. Sous un déluge de feu, la défense roumaine, lourdement éprouvée, s'effondre. Le 23 novembre, aux alentours de Kalach, a lieu la jonction des unités de l'armée rouge qui viennent du sud et du nord. Les ultimes tentatives allemandes pour briser l'encerclement de la 6e armée échouent, principalement par la faute d'Hitler. Il refuse à Paulus une retraite tactique en direction des forces de Manstein. 22 divisions allemandes, soit plus de 300 000 hommes, se trouvent encerclées. Sur le front de l'Est, l'année 1942 se termine par l'annonce de la terrible défaite de la Wehrmacht.